Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième émission où nous recevons à nouveau Christophe Rossa qui va nous faire un sacré exposé sur tout ce qui touche au transgénérationnel et comment s'installe la dépendance affective à travers les liens du sang. Alors, salut Christophe, je suis ravie de te recevoir ce soir à nouveau. Et puis, cette fois, le chat devrait fonctionner. Donc, on va vous voir, on va voir vos questions. N'hésitez pas à les poser. Et, vas-y Christophe, à toi de démarrer. Yes. Enfin, je suis content d'être là à nouveau. Et content d'être présent devant ma cheminée et devant vous en même temps, c'est chouette. Ça, c'est cool. Aujourd'hui, on va aborder ce qui est dépendance affective, mais d'un point de vue un peu particulier. Pour moi, dans l'expérience que j'ai au cabinet avec les gens que je reçois, la dépendance affective, elle est toujours en lien avec une projection. Une projection qu'on fait sur l'autre. L'autre étant un représentant d'une histoire transgénérationnelle, c'est-à-dire qui date des générations avant nous, une histoire qu'on ne connaît pas généralement, ou qu'on connaît sans la connaître, ou qu'on a vaguement entendu parler, mais on n'attache pas d'importance. Bref, quelque chose d'inconscient, encore une fois. Et c'est les chiffres, les dates, des trucs très très précis, très très cartésiens qui vont révéler ça. Et j'avoue que ça me plaît, parce qu'avant, je travaillais en bureau d'études techniques, et les chiffres, c'était important pour moi. Donc, pouvoir me raccrocher à quelque chose de cartésien qui donne une matière à l'inconscient, c'est très intéressant. Et à tel point, c'est intéressant que je peux faire des paris. On verra un peu comment, mais je peux parier des choses. Parier qu'il manque un enfant là, que lui a seul tel lien avec l'autre, c'est très chouette. Je m'amuse beaucoup. Et surtout, ça aide beaucoup les gens qui viennent me voir parce que c'est un autre regard complet sur leurs problématiques. Vous n'êtes pas tous des copains, je ne vous connais pas tous. Alors, si je ne vous connais pas tous, il faut que je me présente un petit peu quand même. Je vais refaire la présentation, désolé pour ceux qui m'ont déjà vu X fois, même en dehors de cette émission. Je suis donc Christophe Rossa, je suis thérapeute en décodage biologique, beaucoup, en thérapie manuelle énergétique, en méthode Poyer. C'est une ostéopathie énergétique qui permet de réduire, voire faire disparaître beaucoup de problèmes physiologiques, douleurs, principalement, on va dire, mais aussi problèmes organiques, dérèglements hormonaux, etc., etc. J'ai commencé par ça, la thérapie manuelle énergétique, méthode Poyer. J'ai commencé par ça suite à un accident que j'ai eu il y a 18 ans maintenant, bientôt, dans un mois, il y aura 18 ans. Et parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé lors de ma rééducation. J'ai pu bénéficier de séances lors de ma rééducation et à chaque séance, je faisais des bons en rééducation à tel point que la kiné disait « Waouh, mais qu'est-ce que tu as fait ce week-end? C'est vachement plus souple et c'est plus facile. » Et ouais, j'ai vu que ça marchait, alors que bon, j'y croyais moyennement, j'étais très cartésien dans la matière. Et puis durant cette formation, parce que finalement ça m'intéressait tellement que j'ai fini par me former, durant cette formation, on m'a beaucoup, beaucoup parlé de décodage biologique. Oui, si Poyer, ça ne fonctionne pas, ben, il faudra décoder. Pourquoi le corps a mis ça en place? Et décoder le pourquoi le corps a mis ça en place, c'est le décodage biologique, et c'était avec Christian Flech.
Et dans l'école de Christian Flech, on a eu plusieurs formateurs, dont Christian Flech, qui sont venus nous faire les bases de codage. Ça a été très, très riche parce que c'était plein de gens complètement différents, avec une personnalité différente, une approche différente qui venaient nous faire des parties du cours. Et on a pu piquer chez les uns les autres certaines choses. Et certains, c'était beaucoup l'émotion, qu'est-ce que tu ressens. D'autres, c'était beaucoup les outils PNL, comment ça marche, inconscient, comment c'est câblé, etc. Et il y en avait un en particulier qui m'a surpris, vexé, et qui m'a fait une mauvaise impression, désolé Salomon. C'est Salomon Selam qui est venu nous faire une partie du cours. Et lui, son dada, c'était le transgénérationnel. Et moi, cartésien du bureau d'études, que j'étais encore, malheureusement à cette époque-là, même après l'accident, j'ai eu beaucoup de mal à écouter son cours, parce que pour moi, c'était du grand n'importe quoi. Pour moi, c'était de la statistique, et bête et méchante, on est en lien avec l'autre, ouais, on a les mêmes dates de naissance, de conception, ouais, je suis d'accord, mais c'est statistique, il n'y a que 365 jours, donc forcément, à un moment, ça tombe ensemble. Ouais, jusqu'à ce qu'il parle son fameux syndrome du gisant, on va y revenir, j'expliquerai ce que c'est après, et il nous disait que la date, le point du gisant, c'était exactement 3 mois avant notre date anniversaire. Et là, ça fait tilt, parce que j'ai eu mon accident exactement 3 mois avant ma date anniversaire. Et là, j'ai dit, waouh, tiens. Et je lui pose la question, Salomon, cet accident-là, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais waouh, ouais, c'est impressionnant. Ben, c'est la date à laquelle toute l'énergie négative de tes ancêtres vient se manifester chez toi dans ton existence. Waouh. Et je pense savoir plus, ben non, pas là, tu peux pas. Donc, va voir mes livres. Les boules parce que je venais de trouver un truc énorme et a priori, puisque ça, en tant que date, en tant que cartésien, ça me touchait, donc ça m'intéressait, mais je ne pouvais pas en savoir plus. Et il se trouvait que j'avais fait beaucoup de généalogie avant, beaucoup de recherches généalogiques, parce que je m'intéressais à la généalogie, d'où venait mon nom de famille, etc. etc. J'ai repris tout ça avec le nouveau regard qui venait de nous donner, et puis j'ai compris des choses, j'ai trouvé des liens. Et puis j'ai un peu laissé tomber parce que je n'étais pas thérapeute à l'époque, j'étais juste en formation, donc je ne savais pas comment faire tout ça. Et puis je me suis formé encore et je suis devenu thérapeute en décodage biologique. Et j'ai commencé à utiliser ça. Et ça a commencé à marcher et à donner des résultats chez les gens qui venaient me voir. C'est ça qui était le plus impressionnant, c'est que juste en mettant des dates, en regard les unes avec les autres, en remontant à l'ancêtre qui posait problème et en faisant le travail qu'il y avait à faire sur cet ancêtre-là, on libérait la vie des gens. Et, waouh. Et puis plus ça va, plus je me suis rendu compte que en fait, on est guidé, on est construit. En conférence, je fais le truc. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de la conférence que je fais. Je l'ai un peu détaillée, un peu aménagée spécialement pour vous ce soir, pour que ça parle vraiment de détails dont on a besoin, enfin, dont vous avez peut-être besoin de comprendre pour vous éclairer. Et en fait, dans notre construction humaine, alors il faut que je mette dans le bon sens par rapport à vous, j'espère que la caméra est tournée dans le bon sens. Là, c'est le futur. Aujourd'hui. C'est donc à votre droite. À votre droite, c'est le futur, c'est aujourd'hui. Vous êtes construit de tout ce qui s'est passé durant toute votre vie personnelle, de 6 ans à aujourd'hui. Ça, c'est votre expérience personnelle. À vous, ça appartient qu'à vous. C'est vos émotions à vous. Mais aussi tout ce qui est construit de 6 ans à 0. Ça, c'est tout ce qui appartient à vos parents. Vous êtes un peu la copie de tout ça. Vous avez reçu ces événements qui sont passés quand vous étiez petit et ça construit beaucoup de choses. Toute la psychanalyse, la psychiatrie est basée là-dessus. Et je travaille souvent et très souvent dans cette période-là parce qu'elle est très formatrice, déformatrice, ça dépend comment on parle. Et puis après, la période de 0 à moins 9 mois. Vous êtes dans le ventre de votre mère. Et là, vous êtes imbibé complètement de ce que vit votre mère. Tout ce qu'elle ressent, c'est votre émotion à vous. Et vous sortez du ventre de votre mère avec cette émotion-là. Et il faut répondre à cette émotion. Si maman a une peur pour vous, très très peur parce qu'elle a eu un accident et que vous ne bougez plus dans son ventre, le message que vous recevez, c'est « Waouh, j'ai peur, mon bébé ne bouge plus ».
Et vous, en tant que bébé, pour rassurer maman, pour arrêter ce stress, vous allez vous mettre à bouger dans votre vie. Bouger, 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 bouger. Et j'ai regardé et trouvé ça quelquefois chez les enfants hyperactifs. C'est juste des enfants qui ont vécu le stress de leur mère de plus sentir le bébé bouger. Donc, ça fait des enfants qui répondent à cette demande-là en permanence. Il faut rassurer maman, donc je bouge. Et je bouge comment? Tout le temps, sans arrêt. Et ok, ça joue, ça. Mais je ne suis pas le premier, loin de là. Salomon Selam non plus. C'est Anne-Ancelin Sutchenberger, pardon. Je ne sais pas comment ça se prononce en fait. La première, c'est assez ancien, on va dire, ancien, ça dépend, des années 70-80. Elle était psychiatre. Et elle a remarqué chez ses patients que les patients atteints du même symptôme avaient les mêmes histoires familiales. Un père qui bat, classique. Une mère qui abandonne, ok, classique. Mais un grand-père qui s'est suicidé, ah ça c'est moins classique. Et elle a fait tourner ces dossiers, elle a regardé, et puis elle a monté des groupes de travail avec ses collègues psychiatres, et ils ont commencé à dire, mais mince, l'histoire des ancêtres impacte chez les gens. Et donc, elle s'est mise à travailler ça beaucoup, beaucoup, elle a fait plein de livres. Il y a le fameux Aïe, mes aïeux qui est important, sacré livre. Pour moi, qui est un peu lourd à lire parce que c'est plus on a plus l'impression de lire une thèse. C'est presque ça ressemble. Elle fait beaucoup de références à beaucoup d'ouvrages. Il faut passer les références, sinon c'est pénible. Mais ça éclaire assez le travail que cette psychiatre, donc dans sa tête, a quand même trouvé, prouvé, démontré dans cette expérience qu'il y avait ce lien-là qui existait. Ok, mais ce lien-là, comment il se fait? Comment ça marche? Eh bien, Salomon m'a donné quelques pistes, et puis après j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai compris, et pour expliquer ça en conférence, j'ai fait un petit, j'ai fait un PowerPoint que je vais vous dérouler maintenant pour vous expliquer en fait comment le transgénérationnel est aujourd'hui important dans notre vie actuelle aujourd'hui en 2017, et pourquoi c'est important. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que finalement, c'est un outil thérapeutique pour moi. Cet outil thérapeutique va aider à faire du bien, va aider à solutionner des problèmes. Et c'est en tant qu'outil thérapeutique qui m'intéresse. Parce que sinon, c'est bien joli d'avoir des liens, mais si on n'en fait rien, c'est pas utile. À ce propos, j'ai reçu ce matin, hier, je ne sais plus, quelqu'un au cabinet qui a fait tout son travail sur l'arbre généalogique. Très bien, elle a fait les liens, les couleurs, avec quelqu'un qui travaille en psychogénéalogie, et rien. Ben, il ne s'est rien passé, oui. Parce qu'encore une fois, ceux qui sont venus la dernière fois ont entendu que la prise de conscience n'était que 20% du résultat. Alors on va dire que ça va suffire à 20% des gens pour régler complètement le problème, mais en transgénérationnel, ça ne suffit pas. C'est vraiment la prise de conscience, c'est « Ah ouais, tiens, c'est dans ma tête ». Mais il faut le travailler derrière, il faut régler le problème. La psychogénéalogie, le transgénérationnel, c'est le même mot que je vais utiliser un petit peu toute la soirée. Enfin, pas toute la soirée, pardon, je vous retiens que 2 petites heures, parce qu'on a perdu du temps au départ. La psychogénéalogie, c'est en fait faire la thérapie des ancêtres. On va au cabinet, vous, moi, faire la thérapie des ancêtres. Et ça, c'est magique parce que quand on fait la thérapie des ancêtres, on est libre de ce qu'ils ont vécu. Alors, il y a des sceptiques, des gens qui étaient comme moi, j'étais devant Salomon Selam en disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça y est, on est pas en plein délire, il faut arrêter. » Ouais, je les comprends complètement, parce que j'étais comme eux et qu'il m'a fallu longtemps et beaucoup d'expérience et de résolution de problématiques pour dire « Ok, ça marche ». Et donc, si on continue la courbe ici, 6 ans, 0, moins 9 mois, il y a toute cette partie-là, entre moins 9 mois et 5, 7 générations suivant les thérapeutes, avant, qui vont construire notre vie, qui vont construire notre problématique ici. Ici, aujourd'hui, vous souffrez de quelque chose physiologique, ou d'un comportement, ou d'un mal-être. Ça appartient pour X% à cette période jusqu'à 6 ans, pour Y%
on va dire simplifié, de 6 ans à moins 9 mois, votre conception, et pour Z% dans le transgénérationnel. Mais moi, quand vous arrivez, sauf certaines problématiques assez évidentes, je ne sais pas quel est le pourcentage des X, Y et Z. Donc, mon travail, ça va être de travailler X, puis Y, et enfin Z. Et c'est pour ça que je vais inciter les gens à commencer à construire leur arbre dès le début, parce qu'on va s'en servir un jour, parce qu'on va faire des liens un jour, au fur et à mesure. Et en travaillant X ou Y, je vais commencer déjà à regarder Z, le transgénérationnel, parce que ça me donne déjà des pistes. Et que quelquefois, la problématique arrive, j'ai de l'eczéma depuis que je suis né. Je suis né avec un eczéma généralisé. Et ça passe, c'est difficile, cortisone, etc. Ok, là on passe directement à Z. Parce que depuis que je suis né, c'est soit la période maman, moins 9 mois 0, donc là c'est très vite résolu. On va travailler cette période-là, c'est très rapide, on va dire en une séance on a fait le tour. Et après, si ce n'est pas résolu, bien sûr, on attaque le transgénérationnel. Et c'est dans le transgénérationnel que cette réponse biologique, l'eczéma, puisqu'on parle de décodage biologique, la réponse biologique est pour un stress qui a été vécu dans notre vie, dans les 6 ans, à moins 9 mois, ou dans le transgénérationnel. Notre travail dans le transgénérationnel va être de régler le problème des ancêtres. Alors, je vais vous passer le PowerPoint. Alors, pendant que tu fais le PowerPoint, je voulais encore nous excuser, excusez-nous pour ce retard. On a eu un petit souci technique là. Et puis, j'espère qu'on va arriver à tout rattraper. Tout rattraper, je ne sais pas, mais on va faire différemment. Ouais. Alors, je vous partage l'écran. Mm-hmm. Hop, avec ça et ça. Et puis, je lance le diaporama. S'il veut bien, quand tu veux. Voilà. OK. Je vais vous parler des conflits transgénérationnels, parce que c'est eux qui vont amener la dépendance affective. Je reviendrai plus tard sur la dépendance affective quand on sera attaché vraiment à comprendre comment marchent les conflits transgénérationnels. L'idée, c'est de faire comprendre comment on identifie ces conflits et comment on les dépasse. Là, cette image m'a plu parce que c'est vraiment l'évolution de l'être humain tel qu'on la connaît tous. Mais nous, là, à notre époque, on se dit attends, il faut que j'aille voir ce qui s'est passé parce qu'il y a un truc qui déconne. Aujourd'hui, ça ne marche plus. On a évolué, mais je traîne un truc qui n'est pas à moi. Bref. Donc, le conflit transgénérationnel, c'est des racines qui sont très, très lointaines. Mais il ne faut pas exagérer. On ne remontera pas jusqu'aux dinosaures. Vous n'aurez pas votre lien avec le Triceratops, on ne connaîtra pas. On n'a pas besoin. On s'arrête là. Pour quelles raisons ? Il faut bien se fixer une idée, c'est qu'on va partir de l'homme préhistorique. Et je suis quand même sérieux quand je dis ça, parce que notre inconscient d'être humain date de la période où on a commencé à être humain, c'est-à-dire il y a environ moins 3 millions d'années. 3 millions d'années, on a commencé à être humain, donc notre inconscient biologique s'est créé au fur et à mesure. Notre inconscient biologique, il a eu pendant très longtemps un problème à résoudre, c'est comment je vais survivre, comment mon espèce humaine elle va survivre. Toutes les espèces animales, y compris les singes desquels on vient, désolé Adam et Ève, mais on va vous zapper sur ce coup-là, toutes les espèces animales ont la même problématique, survivre, se reproduire pour survivre. Comment je vais assurer ma descendance pour qu'elle survive, pour qu'elle fasse des petits, pour que mon espèce survive. Chez les animaux, ce n'est pas conscient. Ils le font, c'est un réflexe. Chez nous, c'est devenu conscient à partir du monde est devenu humain. Il a fallu trouver des solutions A. Et malheureusement, on a perdu tous nos atouts de singe. On s'est retrouvé par terre avec pas beaucoup de poils, à marcher pas très vite et sans griffes et sans dents. Et il a bien fallu inventer des trucs pour survivre. Et notre but en tant qu'homme préhistorique, c'est vraiment la survie. C'est qu'est-ce que je vais manger pour ne pas mourir? Comment je vais assurer la survie de mes enfants?
Et tant qu'on n'a pas intégré ça à ce niveau archaïque de l'homme, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas arriver à comprendre pourquoi ça pèse aujourd'hui. Mais je vais vous y amener petit à petit, j'espère. Et pour ça, je vous dis, je vais partir de l'homme préhistorique. Waouh, ça va loin. Hein. Donc, l'homme préhistorique. Le bébé, l'enfant de l'homme préhistorique a des besoins vitaux de sa mère, parce qu'on va différencier le père et la mère. Et il n'y a rien de sexiste là-dedans, c'est juste des choses que un sexe peut donner et pas l'autre, et inversement. Parce que archaïquement, dans la grotte, l'homme préhistorique, la femme préhistorique ont des rôles différents. La femme, la mère, elle donne nourriture et chaleur. C'est elle qui nourrit et c'est elle qui réchauffe. Okay, si elle ne nourrit pas son enfant, il meurt. Il n'y a pas de lait maternisé, il n'y a pas de nounou. Si elle ne le réchauffe pas, il gèle en hiver. En été, il n'est pas très fier quand même. Hein. Donc, amour et nourriture, amour et chaleur, pardon. Nourriture et chaleur de la mère, qui vont se traduire par de l'amour, qui vont découler de l'amour. Si la mère n'aime pas, elle ne nourrit pas. Si la mère n'aime pas, elle ne réchauffe pas. Donc, le petit inconscient du petit homme préhistorique, qui va être dans les bras de sa mère, il va dire pourvu qu'elle m'aime. Parce que depuis quelques générations, déjà, ceux qui n'ont pas été aimés, ils sont morts. Donc, il va tout faire pour qu'elle l'aime. Tout faire, c'est quoi? Ben ça, c'est vous qui savez mieux que moi ce que vous faites pour que votre mère vous aime. Parce que vous êtes encore à ce cas-là. Vous êtes encore à ce cas-là à vouloir l'amour de maman parce qu'archaïquement, c'est votre besoin vital. Il faut qu'elle m'aime pour que je sois nourri et que j'ai chaud, sinon je meurs. L'homme préhistorique, le père préhistorique, qu'est-ce qu'il va donner aux enfants? Alors là, en conférence, j'aime bien interroger les gens pour leur faire parler de leurs idées, mais je ne vous le ferai pas, parce que vous n'allez pas me répondre. Le père, il doit donner la reconnaissance. C'est lui qui donne sa place dans le clan et qui donc va donner la protection physique. Encore une fois, ce n'est pas du machisme. L'homme est construit, bâti différemment de la femme. Il n'a pas les mêmes attributs. L'homme ne peut pas nourrir l'enfant et la femme ne peut pas protéger physiquement l'enfant aussi bien que l'homme. Elle peut le faire, soit, mais pas aussi bien. Le rôle du père, c'est de donner la protection et la place dans le clan. Et pour ça, il faut qu'il vous reconnaisse comme son enfant. Si l'enfant de l'homme préhistorique n'est pas reconnu, c'est dehors, devant la grotte, et tu vas te faire bouffer par les loups. Donc c'est vital que papa reconnaisse. Et pour reconnaître, il va donner une identité. Chez nous, c'est un nom de famille. Avant, c'est « Ok, t'es mon fils ». Il y a le lien, il est fait, t'es mon fils. Si je ne te reconnais pas, si je ne suis pas sûr, ou si j'ai des doutes, on met un peu à l'écart, on ne protège pas. Et puis si un jour il se fait bouffer, ben, c'est pas grave, c'était pas le mien. Et une fois adulte, parce qu'il arrive quand même à être adulte, cet homme préhistorique, s'il n'en serait pas là, en tout cas, il galère un moment. Hein, ils ne sont pas souvent nombreux à être adultes. Une fois adulte, de quoi il a besoin l'homme préhistorique? Manger, ouais, dormir, ouais, chaleur, ouais, ok, encore. Mais pour ça, pour avoir tout ça, eh ben, il a besoin de la protection du clan. Un homme préhistorique, tout seul, dans sa grotte, il ne peut pas chasser et surveiller ses réserves de bouffe. Et quand il va chasser, il est tout seul, et s'il tombe sur une meute de loups, c'est lui qui fait la proie. Donc il a besoin d'un clan pour être en force pour chasser. Et il a besoin d'un clan pour qu'une partie du clan garde la grotte avec les enfants et la nourriture. Donc s'il n'est pas appartenant à un clan, il meurt. Donc son besoin vital, c'est appartenir au clan. Qu'est-ce qu'il va faire pour appartenir au clan? Eh bien, il va être loyal. Depuis 3 millions d'années, notre inconscient a appris l'obligation vitale de loyauté au clan et à ses parents. Sans ça, il n'y a pas de survie de l'espèce. Si je ne suis pas loyal à ma mère, pour recevoir son amour, je meurs. Si je ne suis pas loyal à mon père pour recevoir son identité, je meurs. Et si je ne suis pas loyal au clan, je me fais éjecter, je meurs. Donc, inconsciemment, depuis toujours, on suit les règles du clan et on va tout faire pour que maman nous aime et tout faire pour que papa nous reconnaisse. Vous voyez un peu où je commence à en venir?
Ah, mais à fond, c'est merveilleux. Alors vous me dites, ouais, ça c'est l'homme préhistorique, c'est il y a 3 millions d'années. Alors, on en fait quoi aujourd'hui? Ça va, on n'est plus l'homme préhistorique, on a Sécu, super Sécu, on a des médicaments, on a tout le bazar. Ok. Pourquoi on serait encore en mode survie aujourd'hui? Eh bien à cause du temps. Ok. Rappelez-vous, l'humanité elle agit de 3 millions d'années. 3 millions d'années. Ok. Si on est très optimiste, on va dire qu'un homme peut vivre en sécurité tout seul au fond des bois dans sa cabane, sans se faire bouffer par les ours, les loups ou tuer par les brigands, depuis 300 ans. On est gentil, hein. 1700, je pense qu'il fallait être un bon cow-boy pour vivre, en tout cas en Europe, comme ça. Ces 300 ans, ça représente un 10 millième du temps. Un 10 millième du temps écoulé depuis que l'homme existe. Donc ça fait qu'un 10 millième du temps que notre inconscient n'est plus en mode survie si on est optimiste. Alors un 10 millième, 3 millions d'années, 300 ans, ça ne parle pas beaucoup. Donc, j'ai fait un petit comparatif. Proportionnellement, si on réduisait ces 3 millions d'années à 1 an, ok, 3 millions d'années, 1 an, sur 1 an, l'homme serait en sécurité depuis 52 minutes. 52 minutes sur 365 jours. Est-ce que vous pensez qu'en 52 minutes de sécurité sur 365 jours de jungle et de survie, vous avez appris que vous pouvez être en sécurité et vous ne méfiez plus du reste? Non. Non. Non, c'est pas possible. Alors, il y a ceux qui pourront faire aussi une distance en métrée. Sur 10 mètres de long, si l'unité faisait 10 mètres de long, il y aurait 1 centimètre de sécurité sur 10 mètres de long. Okay, 1 centimètre sur 10 mètres, c'est rien du tout. On ne peut pas acquérir, vérifier, valider cette sécurité avec aussi peu de temps passé sur le total de notre inconscient transgénérationnel. Et notre ADN n'a pas eu le temps de s'adapter non plus, c'est pour ça. Non, Voilà. non, il va beaucoup moins vite l'ADN. Ben oui. Il va beaucoup moins vite que ça. Hop là, j'ai un peu de bazar là. Je vais brancher ce truc, ça marche. Donc, si on regarde la courbe que ça fait, on voit que cette sécurité-là de 52 minutes, elle est là. C'est l'épaisseur du trait. Hein. Je n'ai pas pu faire moins épais, parce que vous n'allez pas le voir, mais j'ai encore triché. Parce que ça ne fait pas du tout le 1 10 millième de durée où l'homme est soumis à la loyauté au clan et aux parents pour survivre. Il va faire ça pendant 364 jours et 23 heures. Okay, il n'y a que depuis 52 minutes qu'il peut se dire « Ok, je suis tranquille ». Et c'est pour ça, pour moi, c'est mon explication que je vous propose ce soir, qu'on est encore dépendant. Ok, maintenant ça se transmet par quel moyen, ces histoires transgénérationnelles? Parce que c'est beau, mais comment ça vient jusqu'à nous? Je vous ai parlé de date tout à l'heure, et bien on va y venir. La vie, c'est un cycle. La vie est régie par des cycles, et tout ce qui est vivant subit et vit grâce à ce cycle. Le premier cycle qu'on connaît le plus, c'est le Soleil. Il se lève, il se couche et il fait la rotation autour de la Terre. Okay. Mais on a aussi le cycle menstruel des femmes. Il est ce qu'il est, plus ou moins 28 jours. On va y revenir aussi tout à l'heure. Durant lesquels il y a une fécondation possible à un moment et ensuite il y a une phase de règles où on élimine tout ce qui permet de créer un nouveau cycle. Et puis, dans nos cellules, jusqu'à nos cellules, une cellule, elle naît, elle grandit, elle évolue, elle mature, puis elle meurt. Toutes nos cellules font ça. Certaines cellules plus rapidement que d'autres, donc je ne vais pas donner de chiffres, ça ne sert à rien, mais votre corps se renouvelle cellulairement, en tout cas, plusieurs fois dans votre vie, intégralement. On dit tous les 7 ans qu'on a toutes les cellules du corps qui sont remplacées. Voilà. Parce qu'il y a certaines cellules plus longues que d'autres. Oui. Donc il y a des cycles de 7 ans, mais il y a des cellules de 2 jours, des cycles de 2 jours. Les yeux, ça en a un jour, je crois. Ouais, je n'ai pas le détail, je ne suis pas attaché à ces chiffres-là. C'est vital en fait, l'œil. Sans les yeux, tu ne vois plus rien, tu chasses plus. Sans les yeux, tu ne vois plus rien, c'est sûr. Et tous ces cycles-là, qu'est-ce que l'homme a fait? Il voyait bien que le soleil se levait et il se couchait. Ok, on a passé une journée.
Ils voyaient bien que s'ils semaient à telle époque, ça ne marchait pas. Donc, il y a 8000 ans, quand l'homme s'est sédentarisé un petit peu, ils ont commencé à poser les premiers calendriers. Juste pour se repérer, juste pour dire à cette période-là, quand le soleil est à cette hauteur-là, il faut qu'on fasse ça et ça et ça sur la Terre pour qu'on puisse récolter et avoir des récoltes pour l'hiver. Donc, il a dressé le premier calendrier. Cool. Et puis, 911 ans avant Jésus-Christ, le calendrier Maya est apparu, celui qui finissait en 2012 là. Et puis, 753 ans avant Jésus-Christ, c'est précis, le calendrier romain est apparu. C'est celui qui ressemble le plus au nôtre. Celui sur lequel, en Europe, en tout cas, je vais parler que de l'Europe. Pour simplifier ce soir, c'est que l'Europe, parce qu'après, on va s'intéresser à toutes les ethnies et toutes les choses différentes qui ont des façons d'être différentes et pour qui le transgénérationnel fonctionne, mais d'une façon différente. Et enfin, 45 ans avant Jésus-Christ, notre calendrier, celui qui est dit julien, a pris ses marques. Et depuis 2017 plus 45, 2062 ans, on a le même calendrier. Ça fait 2062 ans que nos ancêtres ont les mêmes dates que nous, qui s'appellent de la même façon. Okay, 2062 ans, je n'ai pas fait le compte, mais ça fait je ne fais pas le compte. Ça fait un certain nombre de générations que vos ancêtres vivent avec le même calendrier. Et peu importe le nombre de générations, puisqu'on va s'intéresser, nous, que jusqu'à la 5e. Ces dates, depuis 2000 ans, elles reviennent. Depuis 2000 ans, l'histoire familiale de vos ancêtres est gérée par des dates. Parce que ces dates vont nous rappeler des émotions. L'émotion de la naissance, du décès, du mariage, de la fête du prénom. Ça, c'est moins courant, mais moi, je vais le compter. Du diplôme, de l'accident, de la réussite, de l'échec, de la joie, etc. Tout ce qui va créer des émotions est inconsciemment stocké avec une étiquette de date. Je sais pertinemment à quelle date j'ai mon accident. Vous savez pertinemment à quelle date votre grand-mère adorée est morte, parce que vous l'adorez et c'est gravé en vous. Et si vous ne le savez pas pertinemment, une partie de vous, inconsciemment, l'a noté. Et c'est là qu'on commence à faire de l'inconscient. Cette date, elle reviendra chaque année. Chaque année, vous serez soumis à la même émotion, au même moment, parce que la date revient, parce que c'est un cycle, une date. Et pour vous montrer comment on va utiliser ça, je vais vous donner un exemple concret. Je n'ai pas les notes d'Elsa. Bref, Elsa. Elsa est une jeune femme qui a 18 ans quand elle vient me voir, en 2011, en Suisse. Je travaillais en Suisse à l'époque. Elle a un syndrome de Raynaud. Le syndrome de Raynaud, c'est celui qui fait vos mains froides, vos mains, vos pieds froids, vos extrémités froides, même en plein été quand il fait chaud. Et pire, qui peut créer des grandes douleurs quand on est vraiment dans la maladie de Raynaud. Le syndrome, c'est le plus léger. Mais elle vient me voir pour un syndrome de Raynaud. Et effectivement, on est au mois de mai, quand elle vient me voir, je lui serre la main et ouf, c'est glacé. Mais vraiment glacé, il fait beau ce jour-là. Alors, moi, de mon côté thérapeute, quand je la vois arriver, je note des choses. Et pour moi, cette jeune fille, quand elle arrive, c'est une gisante. Cette gisante, définie par Salomon Selam, c'est une personne qui porte l'histoire d'un mort, qui va vivre l'histoire de quelqu'un qui est mort dramatiquement, parce que tout le monde est mort au-dessus. Par contre, on va compter les morts dramatiques. Dramatiques, c'est-à-dire enfants morts jeunes ou parents morts trop jeunes. Et cette histoire, Elsa la porte sur elle. Elle la porte sur elle, d'abord par sa maladie, mais ça, c'est du décodage qui nous le dit. Le décodage dit syndrome de Raynaud égale une phrase conflictuelle, comme on l'appelle. Je dois rester au contact permanent avec les morts pour honorer leur mémoire. Et là, c'est de la loyauté au clan, ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je suis loyal au clan, je peux rester en vie. Donc Elsa, quand je la vois arriver, elle est loyale au clan par sa maladie. Mais il y a d'autres signes. Elle est habillée en noir. Elle est teinte, les cheveux teints en noir. Corbeau. Elle est maquillée en noir. Elle a une peau pâle. Elle parle très très doucement. Elle est très très discrète.
elle n'est pas vivante, en quelque sorte. Et ces signes-là, plus sa maladie me dit, ah, tiens, vivante. Donc pour moi, d'emblée, je dis, tiens, transgénérationnel, on va venir à un moment ou à un autre chez les ancêtres. Mais, ah, je vais trop vite. Je cache ça. Oui, je cache ça parce que c'est la fin de l'histoire, ou le début de la fin de l'histoire. Avec Elsa, on va travailler sur la première période. Vous vous souvenez? Maintenant, là, c'est 18 ans jusqu'à 6 ans. Qu'est-ce qu'elle vit dans cette période-là? Eh bien, à 9 ans, elle perd une copine, mais une copine qui est plus qu'une copine, qui est comme une sœur. C'est une voisine, elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Et à 9 ans, Elsa est malade, et elle ne va pas faire le voyage scolaire avec sa copine. Et ce jour-là, malheureusement, le bus se fait renverser par un train, il y a beaucoup de morts, dont sa copine. Et il faut qu'Elsa, à 9 ans, gère cette perte-là. Donc cette première séance, on va travailler là-dessus. On va l'aider, l'accompagner dans ce qui n'a pas été dit, fait pour le deuil, et lui permettre de régler cette partie-là. Elle revient 15 jours après, et elle est accompagnée par sa mère. C'est assez important ça, parce que c'est sa mère qui va me guider sur beaucoup de choses. Elsa, à 18 ans, ne connaît pas beaucoup de choses de sa famille du tout. Et la deuxième partie, la deuxième séance, je leur explique que, puisqu'on a fait de 18 ans à 6 ans, puisque j'ai questionné de 6 ans à sa conception, avec sa mère qui est là à côté, sur la deuxième séance, en fin de séance, je leur dis, ça serait bien de construire votre arbre généalogique pour qu'on puisse faire quelque chose. Je leur explique pourquoi, ça a de l'importance, etc., etc. Ok, la mère part en me disant, ok, on va faire ça, et on revient dans 15 jours. 15 jours après, ils reviennent avec un arbre généalogique, et pendant 1 heure, je vais prendre des stabilos avec des couleurs pour voir quelles histoires ou avec qui, quels ancêtres Elsa est en lien. Le stabilo, c'est important parce que ça met vraiment de la conscience quand on regarde en général. Tiens, moi je suis rose, et tout ce qui est rose, hop là, c'est tout là. Ah là, je suis parti. Oh là, j'ai autant de monde dont je porte l'histoire, c'est un peu dur. Alors, bien sûr, les histoires portées ne sont pas toutes négatives. Heureusement, il y a des histoires positives, sinon ce serait un massacre. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est des histoires en lien avec des personnes qui ont vécu de près ou de loin un drame tel que je les nomme, c'est-à-dire, je répète, mort de l'enfant jeune. Pourquoi drame? Drame parce que c'est le drame par rapport à la survie de l'espèce. Si un enfant meurt jeune, c'est j'ai mal fait mon travail en tant que parent. Mon enfant est mort. Je suis fautif par rapport à la survie de l'espèce. Il faut que j'en refasse un autre pour compenser. C'est un drame au niveau de l'enfant. Je suis mort, donc je n'ai pas assumé le rôle que je devais assumer, grandir, me reproduire pour continuer. Et c'est un drame par rapport aux frères et sœurs. Parce que les frères et sœurs ont perdu un frère, une sœur, donc émotionnellement, ils sont touchés. Mais, et on va voir tout ça, ils ne sont pas touchés de cette façon-là. J'en garde un petit peu. Donc la troisième fois, elle revient avec son arbre et je fais le travail de mise en couleur. Donc on a la case d'Elsa. Alors Elsa m'a autorisé à utiliser son arbre complètement. Je lui ai écrit pour ça quand j'ai fait la conférence il y a quelques années. J'ai changé juste le nom de famille, j'ai gardé les prénoms et les dates, parce que sinon ça ne colle pas, ça ne veut rien dire. Donc Elsa, elle est née le 15 janvier, donc elle est conçue le 15 avril. 9 mois, ça fait 15 avril. Peut-être qu'elle est née avant, sa date prévue, après, ça je demande à sa mère, non, c'est prévu, elle est née à terme, c'est OK. Donc 15 janvier, 15 avril, ça lui fait 2 dates. Et Elsa, c'est un prénom qui se fête, qui a une date de fête. Alors pas dans le fait des calendriers de la Poste, parce qu'ils ne sont pas tous, mais dans toutes les tablettes qu'on peut trouver sur Wikipédia, etc., on s'aperçoit qu'à une date, il y a des fois 5, des fois 10, des fois 20 prénoms qui sont fêtés à la même date. Et j'ai trouvé un outil qui me permet de trouver très vite les fêtes des prénoms. Pourquoi les fêtes des prénoms? Petite pause et focus là-dessus, parce que c'est très important. Dans cet arbre-là, j'en ai même pas eu besoin. On le fera un petit peu à la volée comme ça, mais je n'ai pas eu besoin tellement le reste était évident. Mais je vous explique quand même. Un prénom, on le donne parce qu'on aime bien. J'aime bien Elsa, donc je l'ai appelée Elsa. Ok. Elle aurait pu s'appeler Elsa, Berthe et Léontine.
parce que c'était le prénom de ses grands-mères. Mais non, on a juste choisi Elsa, sa famille a fait court Elsa, c'est tout. Elsa, pourquoi Elsa? Parce qu'on aimait bien. Ouais. Alors le parce qu'on aimait bien, j'adore, parce qu'en fait, c'est juste notre inconscient de parents qui va choisir le bon prénom pour que ça colle à une bonne date, parce que cette date va ramener exactement ce qu'il faut ramener à cet enfant, étant donné que, accrochez-vous, ça va être désagréable pour vous qui êtes parents, vous faites des enfants pour vous aider à résoudre les problèmes de vos ancêtres que vous n'avez pas résolu à résoudre vous. Vous n'avez pas réussi, même la phrase est difficile, à résoudre vous-même. Vos enfants sont des solutions aux problèmes de vos ancêtres que vous n'avez pas résolus. Donc vous savez exactement quel problème elle doit résoudre, puisque vous n'avez pas résolu, vous le portez encore, et vous allez lui transmettre avec son prénom. Ouais, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai choisi mon prénom parce que j'aimais bien, ou parce que c'était une jeune fille que j'avais vue et que j'avais toujours adorée, qui était sympathique, vivante. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, je vous crois. C'est exactement pour les raisons que vous venez de me citer que vous avez donné ce prénom-là. N'empêche que ce prénom-là correspond à une date, et cette date va avoir un impact, va avoir un écho dans l'arbre. Je reviens sur Elsa. Elsa, à l'époque, quand je faisais les arbres, je mettais plusieurs couleurs. La date, le prénom, la conception. J'ai arrêté ça parce que c'était pas très simple. Une fois qu'on a le mari à faire et les enfants, c'est pas possible. Bref, Elsa, on retrouve son 17 novembre chez Jean-François Léon, son grand-père direct. Voilà, il y a son père là. Hop, ça, c'est son grand-père direct. Jean-François Léon, il est né le 17 novembre, la fête d'Elsa. Il ne s'appelle pas Elsa pourtant, hein, mais c'est la même date. Okay. Stabilo. Jean-François Léon, si on regarde l'arbre, c'est en fait le deuxième Jean-François Léon, parce qu'il y en a eu un avant lui. Comment ça, il y a eu un avant lui? Oui, il y a eu un Jean-François Léon avant lui, qui est né le 22 avril 1923. Ah, j'ai mis du stabilo, parce que 22 avril, c'est en fait à 7 jours du 15 avril. Plus ou moins 7 jours, on va choisir les dates. Plus ou moins 7 jours, ça encore, je vous expliquerai, je vous garderai après, ou en question, parce que c'est pas vital, mais c'est quelque chose qui a été, que j'ai admis comme ça, parce que Salomon m'a appris plus ou moins 10 jours, et moi je suis cartésien, plus ou moins 10 jours, statistiquement, ça fait beaucoup de possibilités, donc j'ai réduit à plus ou moins 7. Je vous expliquerai pourquoi si j'ai le temps. Plus ou moins 7 jours, 22 avril, je note. Et ce Jean-François Léon, il est mort à 4 semaines, le 22 mai. 4 semaines, il a vécu. 4 semaines, imaginez le drame pour Constant et pour Marcel. Okay, ils perdent leur premier enfant, un fils. À l'époque, c'est pas rien, un fils. Encore une fois, c'est juste l'habitude française humaine, il faut un fils pour la sécurité du nom. Hein. Je n'ai pas de machisme là-dessus. Jean-François Léon meurt. Qu'est-ce qu'on fait à partir du 22 mai 23? On recommence. On en fait un nouveau. On en fait un nouveau parce qu'il faut résoudre ce drame-là. Jean-François Léon est mort, donc on a échoué dans notre rôle de parent pour la suite de l'espèce. On va recommencer. On recommence. On en fait un deuxième. Et on va l'appeler Jean-François Léon. Ce deuxième, il a eu la chance, ou la malchance, j'en sais rien, de vivre. La chance, a priori, puisqu'il a eu des enfants et qu'il est à peu près heureux dans ce qu'on m'a raconté. À peu près heureux, mais assez mort quand même, d'après Elsa. Non, grand-père, il n'est pas très drôle. Bon, bref. Je continue. Dans l'arbre, avec mon stabilo, je suis tout. On a Roger, là, le 16 avril. 16 avril, un jour. Lui, il meurt à 91 ans. C'est pas un drame. 91 ans, c'est normal. Je considère que c'est un drame à partir du moment où le parent va mourir avant d'avoir été grand-père. Donc avant 60 ans. C'est la moyenne, encore une fois. Avant 60 ans, pourquoi? Parce que quand on va grandir, on va devenir parent, on va faire des enfants. Mais comment on apprend à élever nos enfants? Comment on leur donne le meilleur? Parce que nos parents sont là et ils vont nous guider. Des fois, ils vont nous saouler. Mais ils vont nous guider la plupart du temps. En tout cas, ils vont être là en appui, on va le faire garder chez eux et tout ça, c'est pratique. Ce grand-parent-là, il est mort, il ne peut pas jouer son rôle de grand-parent. Et c'est en devenant grand-parent qu'on a la lignée devant soi, qu'on a accompli notre boulot de survie de l'espèce. Donc Roger, il meurt à 91 ans, c'est pas grave. Elsa dépend de lui. Peut-être que Elsa récupère de très belles choses de Roger. On va laisser tomber Roger pour l'instant. Là apparaît une autre fratrie.
c'est une fratrie suivante. On va la voir apparaître. Là, on a Anne-Marie, 20 octobre. 20 octobre. Mais pourquoi j'ai mis 20 octobre? J'ai un petit peu triché, mais parce que je ne l'ai pas mis tout à fait où il fallait, stabilo. Il aurait fallu le mettre à côté sur la date de conception d'Anne-Marie. Parce qu'Anne-Marie, née le 20 octobre, elle est conçue le 20 janvier, à 5 jours d'Elsa. Donc, Elsa est en lien avec Anne-Marie. Anne-Marie est morte à 81 ans. Jusque-là, c'est pas grave. On continue l'arbre. Ah oui, le résumé. Du côté paternel, du coup, là, on n'a que la branche de son père. On a un enfant décédé à 4 semaines, son grand-oncle, et le remplaçant de cet enfant, son grand-père, qui a les mêmes prénoms que A. Donc Elsa est en lien avec l'enfant mort et avec son remplaçant. On parlait de Gisant tout à l'heure, hein, elle est en lien avec 2 personnes, qui remplacent l'autre. Ensuite, on arrive dans le gros du sujet. On avait là, souvenez-vous, les 2 cases, Anne-Marie et une sœur, je crois. Anne-Marie et qui? Anne-Marie et Louise, une sœur, effectivement. Même ligne, on a Jean-Pierre, Jeanne, Juliette, Paul, Odile, Paul-Maurice, Monique, et encore il y en a 2 autres sur celle d'après. Qu'est-ce qu'on voit sur cette ligne-là? On commence par Jeanne. Jeanne, elle est morte à 10 mois. Quand ça? Le 22 avril. Bingo, une date de plus. Juliette, sa sœur, elle est morte à 4 mois. Quand ça? Le 14 avril. Allez, une date de plus. Paul, lui, il est mort à 12 mois, mais il n'y a pas de couleur chez Elsa. Le 12 mois, c'est juste le signalement du drame. Il n'y a pas de couleur. Ça ne correspond pas à Elsa. On ne sait pas. On ne prend pas. On ne prend pas, sauf que Paul, il est mort à 12 mois, et entre-temps, il y a Odile qui est née. Mais Odile, c'est une fille. Odile, elle ne peut pas remplacer Paul. C'est une fille. C'est pas que, elle n'est pas faite pour remplacer Paul. Non, celui qui est fait pour remplacer Paul, c'est Paul-Maurice. Le même. Ok, ça, c'est la branche de sa mère. Ok, Elsa là, sa mère là, et c'est du côté maternel. Ils ont utilisé le même stratagème que du côté paternel. Ils ne sont pas concertés, ils ne se connaissaient pas. Mais on fait comme ça. Paul-Maurice meurt à 12 mois, on fait un autre Paul-Maurice. Et on fait notre Paul-Maurice qui va naître le 21 avril. Cool, Elsa. Et qui va décéder le 20 novembre à 17 mois. Parce que pour lui, ça va, porter le mort, c'est gentil, mais moi, j'en veux pas. Il va faire comme le grand-père, il ne va pas accepter le fardeau, c'est j'en veux pas. Donc Elsa est en lien, encore 20 novembre, avec un autre mort. Ça fait indirectement 4 enfants. Et si on regarde du côté des parents, on s'aperçoit quoi? Que le Pierre-Édouard qui a perdu 4 enfants, avant 2 ans, il est né le 22 août, mais donc il est conçu le 22 novembre. Et donc c'est le 17 novembre d'Elsa. Que la mère, Charlotte Françoise Constante, en termes de date, elle n'est pas en lien avec Elsa. Par contre, si on s'intéresse aux fêtes, Constante se fête le 8 avril. Et c'est à 7 jours du 15 avril. Et c'est là que les fêtes vont être intéressantes. À l'époque, pour tout vous avouer, je ne regardais pas les fêtes quand j'ai fait cet arbre-là. J'ai juste regardé les dates et ça m'a suffi. Et c'est après, quand j'ai préparé la conférence, que je dis « Ah mais ouais, Constance, c'est trop gros ». Voilà, c'est trop gros. Ce qui fait que sur ce côté maternel, elle est en lien avec ABCD, les 4 des 6 enfants décédés. Oui, parce qu'il y en a encore 2 autres après qui sont décédés. On ne voit pas là encore. Elle est en lien avec les 4, elle est en lien avec le père des enfants et avec la mère des enfants. Ça veut dire qu'elle porte l'histoire des 4 enfants décédés et l'histoire de la mère et du père des 4 enfants. Mon Dieu, c'est hallucinant. Selon moi, on est avec les dates. Donc moi, quand je trouve ça, quand je vois ça, quand devant Elsa, je fais tout ça, là, c'est les 2 enfants décédés qui restent, hein, Marie-Noël et Bernard-Claude. Alors, Bernard-Claude, 15 février, 6 juin, Bernard, 21 août, ça ne marche pas, mais ça ne marche pas non plus. Marie, 15 Noël, 10 décembre. Là, il n'y a pas de lien. Je n'ai pas fait le travail jusqu'à aujourd'hui, je vous le fais en direct. Il n'y a pas de lien, même avec les prénoms et Elsa. Elle est bien en lien qu'avec 4 descendants d'enfants décédés. Ouf, que 4. Du côté de sa grand-mère maternelle, Marie-Joséphine, Jean-Joseph, elle est en lien avec lui, mais il meurt à 82 ans, et là, il n'y a pas de drame. Donc, tout va bien. Tout va bien, sauf pour Elsa, parce qu'elle porte tout ça. Et elle repart de la consultation avec ça, avec cet arbre-là plein de stabilo partout. Waouh! Elsa, je l'ai fait noter ses mains, la première séance. Je lui dis, OK, aujourd'hui, on va partir d'une note.
tes mains, tes pieds froids, les mains, les pieds froids, ils sont à 0/20. Comme ça, tu vas pouvoir noter la chaleur de tes mains pour m'indiquer comment ça augmente. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand on travaille sur sa copine, sa sœur jumelle, dépendance affective, après la première séance, elle est déjà à 6 sur les mains et 8 sur les pieds. Et ça l'étonne. Et ça m'étonne moi. Donc, il y a X% de sa vie, de son traumatisme, de sa maladie, qui sont vraiment dépendants de ça. Mais il y a plus de pourcents là-dedans, dans l'arbre, puisqu'on est qu'à 6 ou 8 sur 20. Donc, je vais trop vite. Je vais trop vite. Elle part avec cet arbre-là, et elle revient 15 jours après. 15 jours après, elle revient, juste avec la prise de conscience, ses mains et ses pieds sont passés à 12 sur 20. C'est acceptable. 12 sur 20. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire l'avant-dernière séance? On va faire des constellations. C'est-à-dire qu'on va faire jouer à Elsa le rôle de tous ses ancêtres. Elle va parler à leur place. Et on va faire, à travers Elsa, la thérapie de ses ancêtres. Et on va vraiment faire le travail réparateur pour Elsa et pour plein d'autres gens à qui je l'ai fait avant et après. Ce travail réparateur, c'est faire exprimer aux ancêtres ce qu'ils n'ont jamais exprimé. C'est-à-dire juste, je suis malheureux de ne pas avoir pu te sauver mon enfant, ou juste, en tant qu'enfant, je suis malheureux d'avoir causé tout ce malheur quand je suis mort. Ou juste, en tant qu'enfant qui a survécu, qui a remplacé l'autre, c'est je suis désolé de ne pas t'avoir vraiment remplacé parce que je n'ai jamais vécu ma vie et je n'ai pas pu non plus vivre la tienne. Et c'est juste en tant que frère et sœur, si on remonte, hop, on en prend au hasard. Tiens, Jean-Pierre Victor. Non, mieux que ça. On va remonter avant, sur Anne-Marie-Louise. Anne-Marie-Louise, je vous disais, Elsa porte son histoire. Elle ne vit rien de dramatique, elle meurt à 81 ans. Oui, mais c'est la sœur aînée. La sœur aînée va voir mourir 6 des 10 enfants, des frères et sœurs. Il vont rester 4. Elle va vivre 6 décès de ses frères et sœurs. Elle va voir 6 fois ses parents pleurer toutes les larmes de leur corps. Vous croyez que ça ne lui fait rien à Anne-Marie? Vous croyez que ça ne lui fait rien quand elle est née en 28, son premier frère en 33, sa première sœur, pardon, va mourir en 34. Elle a 6 ans. Quand sa petite sœur meurt à 10 mois, elle a 6 ans. Quand ses parents, Pierre et Charlotte, vont pleurer toutes les larmes de leur corps pour cet enfant qui est mort à 10 mois. 10 mois, il a vécu avec eux, hein, c'est pas un mort-né, il était présent. Et même mort-né, c'est important. Vous ne croyez pas que Pierre et Charlotte vont avoir autre chose à penser que à Anne-Marie? Vous, en tant que parent, vous perdez un enfant, il y en a qui est vivant à côté, il est vivant. C'est OK. On pleure le mort. Mais le vivant, eh ben, on va l'oublier un temps. Et pendant un temps, le vivant, il va vivre avec son drame de j'ai perdu mon frère, ma sœur, et mes parents ne peuvent pas me consoler parce que eux, ils sont ravagés. Ils sont tellement... Excuse-moi, souvent, même petit comme ça, c'est l'enfant qui devient grand et fort et qui soutient la famille. Exactement. Et pourquoi? Parce que il voit ses enfants écroulés, il voit ses parents, ses enfants, ouais, virtuels, il voit ses parents écroulés et il dit, là, j'ai plus l'amour de maman. Là, j'ai plus la reconnaissance, la protection de papa. Donc là, je suis en danger vital. Il faut que je fasse quelque chose. Et moi, petit enfant, je décide de faire quelque chose pour récupérer cet amour et ce danger vital. Il faut que je fasse super tout bien pour être tout bien gentil avec papa et maman pour qu'ils arrêtent d'être tristes. Parce qu'il n'y a que ça que je peux faire. Et le Paul Maurice, par exemple, qui va venir après celui qui est mort, le Paul Maurice va faire quoi quand il va naître? Eh bien, il va naître pour remplacer l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en tant que petit Paul Maurice, deuxième? Ben, il va faire tout bien pour que Pierre et Charlotte soient plus malheureux. Mais juste pour avoir l'amour et juste pour avoir la reconnaissance. Parce que sinon, il est en danger vital de mort parce que son inconscient archaïque de 52 minutes n'a pas encore digéré la sécurité. Je continue. Après cette séance-là, Elsa revient et elle a du 17 sur 20, pas 20. Elle a 17 sur 20. Au 2. Après cette séance-là, elle passe de 12 à 17.
Et ce qui est génial, c'est qu'elle revient que 15 jours après, hein, mais elle arrive maquillée en couleur. Elle arrive avec des cheveux teintés. Elle est revenue à sa teinte naturelle. Elle a viré le noir. Elle est habillée pas en noir, mais normalement, comme une jeune fille de 18 ans. Et elle a des nouveaux amis, ce qu'elle n'avait pas depuis un long moment. Et ce maquillage en couleur, lui, il est super important. Il est inconscient. Quand je lui dis, waouh, tes cheveux, tu as changé, ouais, j'ai changé mes cheveux, ah, t'es habillée différemment, ouais. Et puis tu es maquillée en couleur. Elle me dit, bah non, si, t'es maquillée en noir jusque-là. Bah, elle se retourne vers sa mère, elle dit, bah non, j'ai toujours eu de la couleur. Et sa mère lui dit, Elsa, je ne te l'ai pas dit quand tu l'as acheté, mais quand je t'ai vu acheter le mascara vert, j'ai dit, waouh, c'est impressionnant, c'est la première fois. Et Elsa regarde sa mère et dit, c'est vrai que j'en ai qu'un et je l'ai acheté récemment. Ma main, je n'avais pas vu. Elle ne s'est pas rendue compte du changement chez elle. Tellement son inconscient a libéré de choses, c'est tout dans son inconscient que ça se passe. C'est pas, elle ne décide pas de changer. Elle change. Point. C'est génial. Quand je la contacte, c'est 4 ans après, elle fait des études de communication en événementiel. C'est pas de la vie, ça. Bref, pour résumer, comment on l'utilise, cet outil transgénérationnel? On va rechercher des dates communes avec les ancêtres, plus ou moins 7 jours. Il n'y a pas de chat là-dessus. Alors écoute, là, attends, je suis en plein écran, j'ai peur de tout faire sauter. Non, c'est bon, tranquille. Pas de questions, mais vous écoutez. Ouais, je vois pas de questions. Donc, pas très curieux ce soir. Mettez, allez-y. Mettez. Les dates communes avec ses ancêtres, plus ou moins 7 jours. Ensuite, on recherche le drame de type survie de l'espèce, donc décès d'un enfant jeune, décès d'un parent avec un enfant en bas âge ou décès d'un parent dans 60 ans, c'est le moins dramatique, mais il existe quand même. Enfant en bas âge, c'est aussi top. Hein. J'ai 5 ans, mon père meurt, tout s'écroule. J'ai plus de cadre, j'ai plus de barrière, j'ai plus de support. Et si c'est ma mère qui meurt, j'ai plus d'amour et j'ai plus de chaleur. Donc non, c'est très dramatique. Et quand on a trouvé ça, qu'on fait le lien de date avec ces familles-là dramatiques, on fait ce qu'on appelle une constellation familiale réduite. C'est un outil PNL, programmation neurolinguistique, avec le consultant pour faire exprimer ce qu'il n'a pas été à l'époque, pour faire reconnaître et accepter les blessures des uns par les autres. Parce que tant qu'on n'est pas reconnu dans nos blessures, on ne peut pas la changer. Tant qu'on n'a pas reconnu qu'on a mal, qu'on va mal, on ne fait rien. Non, je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais quand je rentre chez moi, je bois. Parce que je vais bien, tout va bien. Mais je ne vais pas le reconnaître. Quand je commence à reconnaître que non, je ne vais pas bien, il faut que je me fasse aider, là, on peut commencer à changer les choses. Et c'est pareil chez les ancêtres. Tant que ça n'a pas été reconnu, ça reste et c'est transmis. Et à la fin de tout ça, les tensions, les drames sont apaisés, sont posés. La famille se relie. Ancestralement, hein, c'est le consultant qui raconte ça, je suis spectateur à chaque fois. Et là, il peut demander à ses ancêtres la liberté par rapport au rôle qu'il a tenu jusque-là. Et ça, c'est magique, parce qu'à ce moment-là, il sort de la séance lessivé, parce que c'est intense émotionnellement, mais léger, c'est génial à voir. Ouais. C'est génial. Donc, mon expérience à moi, et je vous partage mon expérience à moi, vous êtes parfaitement justifiable de ne pas me croire et de ne pas m'écouter parce que ça ne vous parle pas. Je vous dis, j'étais dans votre cas. Mon expérience à moi montre qu'en 2017 encore, la loyauté au clan et à ses parents, elle est obligatoire et vitale simplement pour la survie de l'espèce, pour sa survie et celle plus loin de l'espèce. On fonctionne toujours en suivi de l'espèce. 52 minutes sur 1 an. Ça fait que 52 minutes. Donc, en 2017, on est toujours soumis à ces règles. Amour de maman, reconnaissance, identité de papa. Reconnaissance, identité, ça peut se traduire par valeur aussi. Hein. C'est le père qui donne la valeur. Tu es mon fils, je te considère. Tu n'es pas mon fils, tu es qu'une merde. Fils, fille, hein. C'est vrai, voilà pour les deux. Donc, on peut afficher ça. Parce que c'est valable encore. C'est cool. Je l'ai subi. Je suis passé là.
J'ai Bien beaucoup sûr. travaillé sur mon arbre, beaucoup. J'ai beaucoup cherché ce que cette date d'accident voulait dire chez mes ancêtres. J'ai trouvé, j'ai résolu. Et en faisant ça, j'ai lâché des séquelles. Des séquelles de l'accident qui datait d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'ai lâché des histoires. Et aujourd'hui, j'avoue que quand il y a quelque chose dans ma vie qui cloche, qui tourne pas rond, qui n'est pas comme je voudrais, des vieux trucs qui remontent où je peux rien faire, où j'ai des peurs, des choses comme ça, parce que ça m'arrive, hein, je ne suis pas Dalai Lama, sinon je ne serais pas là devant vous. Et ben, je vais chercher dans mon arbre. Pardon? C'est pas dit qu'il ait jamais peur, lui. Ah ben, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontré, Voilà. malheureusement. Et moi, je peux vous dire que ça m'arrive et que du coup, je retourne dans mon arbre, je retourne chercher, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Alors aujourd'hui, j'ai appris à chercher un peu différemment dans l'arbre par d'autres techniques, mais peu importe, c'est toujours mes ancêtres qui vont me parler. Et si on reprend les X, Y et Z% de transgénérationnel en Z%, pour moi, si on va encore plus loin, il y a le karma avant, nos vies antérieures, mais ça, ben, je ne maîtrise pas et je ne sais pas faire. Mais voilà, je suis sûr qu'il y a de ça. OK, on arrête le partage et je reviens à nous. Alors moi, pendant que tu charges là, bah, dans ma vie, c'est que des orphelins jusqu'à 4 générations, orphelins et grand-mère abandonnée à l'âge de 5 ans. Et moi, j'ai pas été abandonnée, mais comme par hasard, à ma naissance, j'étais attendue garçon et je suis née rouquine, mais les cheveux pétards comme ça. Déception de la maman et inconsciemment, elle a trouvé une sage-femme qui lui a donné un autre enfant pour rentrer à la maison. Bon, ils sont quand même revenus me chercher, C'est-à-dire mais que tu as été échangé, j'ai été pas échangée. remplacé, quoi. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai flippé au moment où on m'a remplacée, mais l'histoire m'a été racontée à 4 ans. Et en plus, le tonton, en blaguant, disait, bah, si c'est un garçon, t'as qu'à le garder. Donc, dans ma petite tête de petite fille, quand on ça à 4 ans, à partir de ce jour-là, j'étais sûre que mes parents n'étaient pas mes parents. Et j'ai grandi avec ça. Voilà. Et bonjour l'abandon, les cycles. Donc, mon père était orphelin à 6 ans et demi de maman et à 5 ans de père. Et à 6 ans et demi, il a conçu ma sœur, qui est devenue une deuxième maman de remplacement, vu que la première est morte, moi, entre guillemets. Donc, rejet. Et là, depuis ce printemps, j'étais en train de vivre un gros conflit de rejet et je constate que c'est la moitié de la moitié de la moitié de mon âge d'aujourd'hui qui tombe à 6 ans et demi. Et pouf. Là, on parle de cycle cellulaire biologisé, mais on va arriver à ce qui s'est passé chez les ancêtres à un moment ou à un autre. Ouais, aussi. Tout à fait. Souvent, quand on travaille dans un arbre, ouais, c'est comme ça que je définis, on va chercher des dates et des âges. Quelqu'un arrive en me parlant d'une tumeur au cerveau qu'elle a à 42 ans. Je vais d'abord demander ce qui s'est passé dans sa vie à 21 ans pour respecter cette histoire de cycle. J'explore toute sa vie, bien sûr. Et quand on commence à travailler dans l'arbre, je vais chercher tous les drames de tous les enfants morts et je vais chercher qui perd un enfant à 42 ans. Parce que si on se rapproche de la dépendance affective, il est là le problème. Cette loyauté au clan, c'est je suis dépendant de l'affection qu'on me donne. Donc, si je perds un enfant, si moi, ancêtre à la 4e génération, je perds un enfant, à 42 ans, je suis en défaut à 42 ans. Et à 42 ans, je vais chercher la solution pour que cet enfant, il ne meure pas. Je ne veux pas qu'il meure, sinon je suis en défaut par rapport à la loi de la survie de l'espèce. Et je vais échouer dans mon rôle de père. Comment je fais pour chercher? Je vais chercher dans ma tête. Je vais rendre ma tête plus performante. Je vais chercher une solution, il ne faut pas qu'il meure. Et il va mourir. Je n'ai pas trouvé de solution dans ma tête. Et mon arrière-petite-fille, qui porte mes dates de naissance, de conception, de fête, de tout ce que vous voulez, à 42 ans,
elle va développer sa tumeur au cerveau, sachant que la tumeur au cerveau, c'était chez cette femme une tumeur en excroissance qui fait des supercellules neuronales, et elles ne sont pas neuronales, elles sont gliales, mais peu importe. Et tout ça pour rendre un cerveau plus performant, pour faire comme si le cerveau était plus performant. Ces supercellules cancéreuses, elles n'ont pas de cycle. On parlait des cycles de la cellule tout à l'heure. Les cellules cancéreuses n'ont pas de cycle. Elles vivent, elles naissent et elles ne meurent jamais. C'est leur spécificité. C'est ça qui fait que le cancer est dur à combattre, c'est qu'elles n'ont pas de cycle. On ne peut pas attendre que ça s'arrête parce que ça ne s'arrête pas. Elle vit, elle naît, elle se reproduit, en fait une autre. Clac, 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 clac. Elles sont immortelles. Et cette immortalité leur assure une compétence magnifique. Donc, quand on fait une tumeur au cerveau, on augmente symboliquement, bien sûr, sa compétence cérébrale. Et cette jeune femme, avec sa tumeur, cherchait juste à réparer, à biologiser ce que son arrière-grand-père n'avait pas réussi à faire. On a travaillé son histoire, on a travaillé l'impuissance de son grand-père à trouver une solution dans sa tête pour son enfant. Il a accepté, il a fait le deuil de son enfant dans la séance. Ça se passe tout en une séance, c'est magique parce qu'il ne reste vraiment pas grand-chose à faire à chaque fois. Et cette tumeur a commencé à régresser chez cette dame. Et ça, c'est super intéressant parce que ça ne s'est pas produit qu'une fois. Je ne parle pas de tumeur, mais je parle de douleur et de n'importe quoi. J'ai plein d'exemples, là, je pourrais vous en citer des tas d'autres, où on va jouer le rôle du parent ou le rôle de l'enfant mort pour réparer ça. Et dans la dépendance affective, on est dans le même rôle. C'est-à-dire qu'imaginons que on prend Anne-Marie tout à l'heure. Vous vous souvenez, la fille aînée de la fratrie de 10, là. Anne-Marie-Louise, j'ai bonne mémoire. Anne-Marie-Louise, elle va avoir 6 de ses frères et sœurs mourir. 60% de ses frères et sœurs qui vont mourir avant 2 ans. La jeune arrière-petite-fille qui naît avec toutes les dates de Marie-Louise, de Anne-Marie-Louise, pardon, qui va correspondre en toutes avec Marie-Louise, elle va vivre quoi dans sa vie, elle? Eh bien, dans sa vie, elle va s'entourer de gens, et pas de n'importe qui, elle va s'entourer de gens qui ont exactement les dates de naissance de ceux qui sont morts. Parce qu'il faut reconstituer cette famille. Symboliquement, ce n'est pas sa famille, ce n'est pas des gens qu'elle va tous épouser, mais ses amis ont des dates de naissance toutes différentes, et les dates de naissance sont toutes celles des enfants morts. Incroyable. Et c'était quand j'ai compris ça, c'était encore en Suisse que j'ai vu ça, avec un curé qui était venu me voir. C'était chouette de travailler avec lui. Et lui, son problème, c'était d'être rejeté par la famille. On cherchait pourquoi il était rejeté par sa famille, d'autant plus qu'il était curé, enfin, c'était une tâche noble d'accomplissement dans la famille, mais bon. Il y avait une première histoire avec un arrière-grand-oncle mort à la guerre, qui devait remplacer. Et donc, en étant curé, il ne pouvait pas bien remplacer, ça ne marchait pas, donc il était un peu en porte-à-faux par rapport à ça. Donc, on a travaillé sur l'histoire du curé, ce qui fait que ça lui a permis d'aller retrouver un petit peu de plus près sa mère, qui est encore vivante. Et ensuite, il avait un gros questionnement, on lui proposait un poste de création d'une nouvelle église dans un nouveau pays en voie de développement. Il était très enthousiaste pour ça, mais il avait tout son groupe d'élèves qui étaient là avec lui, qui suivaient, avec qui il faisait la préparation religieuse, je ne sais plus comment ça s'appelle, pardon. Bref, il était aussi dans un rôle de professeur à donner cette éducation religieuse avec tous ses élèves. Et il ne pouvait pas quitter ses élèves. C'était inconcevable qu'il quitte ses élèves pour aller faire sa vie. C'était insupportable. On a cherché dans l'arbre. Je me suis dit à un moment, mais c'est qui pour que vous ne pas les quittiez? C'est incroyable. Non, mais il faut qu'ils soient tous là à tous les cours qu'on fait. Je prends leurs nouvelles régulièrement, je les vois, ils sont à la messe le dimanche, etc. C'était vraiment, waouh, sa famille, quoi. Et là, j'ai dit, ah, famille, arbre. Hop, j'ai pris les dates des uns des autres. Je lui ai demandé les dates. Il en connaissait quelques-unes. Je crois qu'il y en avait 3 sur 6 qui connaissaient. Date de naissance, hein, j'entends. Je n'avais pas les fêtes. Je ne savais même pas avec les fêtes à cette époque-là. J'ai demandé les dates de naissance. Et j'ai cherché dans son arbre. Et pan, ça correspondait à un groupe, 3 enfants morts. C'était pile les dates. Il restait encore 3 enfants morts. Ils étaient 6 dans son groupe. J'ai dit, mais c'est incroyable.
Je vous fais le pari que les 3 autres ont des dates de naissance qui correspondent à ces 3 enfants. Ils disent, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Ok, il m'a amené les dates et il était tout penaud en me disant, bah, ouais, vous avez raison. Les 3 dates des 3 autres élèves, c'est les 3 autres enfants morts. Donc, on a fait la constellation sur cette famille-là qui avait perdu ses 6 enfants, 6 sur 12, je crois, ils étaient à l'époque. On a fait le deuil de ces 6 enfants et il est parti vivre sa vie. Je ne sais plus où c'était, dans quel pays, mais il pouvait quitter enfin ses élèves et quitter sa famille qu'il avait reconstituée. Et pour lui, c'était un pas énorme. Il a pris la décision, ok, c'est bon, maintenant je suis libre et je peux y aller. Et c'était très chouette à voir. Et ça, c'était de la dépendance affective, mais qui était due au transgénérationnel. Et ça va être pareil quand vous vous séparez, quand votre femme vous quitte, quand votre mari vous quitte, et vous ne pouvez pas supporter ça, et que c'est trop dur, et vous n'en remettez pas. Ça fait 2 ans qu'il ou elle est partie, et vous n'en remettez toujours pas. Regardez l'arbre. C'est la première chose que je fais. Là, je ne vais même pas chercher votre vie, votre passé, ce qui s'est passé. Je vais dans l'arbre directement. Qui c'est? D'abord, c'est soit papa, soit maman. Et quand c'est vraiment difficile, c'est les dates qui sont en correspondance avec les deux. Ce sont ce représentant-là, cet homme, cette femme, portent des dates, fête, naissance, conception, qu'on retrouve chez le père et la mère. Parce qu'on a trouvé chez cet homme ou chez cette femme et papa et maman, mais en mieux. Parce qu'on a choisi en mieux. Hein. On n'a pas choisi avec tous les défauts du père et de la mère. On a quand même choisi en mieux. Choisi en mieux au départ, mais le problème, c'est que cet enfoiré, il va nous faire vivre exactement les mêmes choses que papa. Arrête, Christophe, c'est bon. Cette jeune femme magnifique, elle va aller appuyer exactement là où maman appuyait, ou là où papa appuyait, de la même façon, parce qu'elle est papa et maman. Et on est du coup en dépendance affective de cette personne-là, parce qu'elle représente papa et maman. Et papa et maman, c'est le premier niveau, c'est le plus simple, c'est le plus basique. On arrive très facilement à trouver ça. Mais si elle représente, comment il s'appelait? Le premier qui est mort dans la fratrie, la Pierre François Léon, je crois. Oui, Pierre François Léon, le premier mort qu'on voit sur l'arbre à gauche. Si ces dates à elle correspondent à celles de Pierre François Léon, et que nos dates à nous correspondent à son père, Constant, je crois qu'il s'appelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est le père qui ne veut pas laisser partir, quitter, mourir, c'est pareil. Elle n'est plus là. On ne veut pas laisser partir cette jeune fille. Parce que c'est notre enfant qui est là dans notre arbre, et on l'a mis dans notre arbre, on l'a choisi elle, pour qu'elle remplace le Pierre François Léon, pour que le Constant, il soit content que l'énergie de son enfant soit à nouveau dans l'arbre. Parce qu'on passe notre temps à ça, figurez-vous. Oui, on a une remarque de Béatrice. Elle dit, je tombe par hasard sur votre émission, je vous écoute avec attention, j'ai perdu ma mère à 4 ans, je suis mère de famille de 3 enfants à la recherche de l'histoire de mes ancêtres. Eh bien, vous êtes au bon endroit avec un super bazar qui n'en est pas. Donc, soyez la bienvenue, Béatrice. Et à la fin de l'émission, on vous donnera plein de tuyaux, comment contacter Christophe et tout, et vous donner des outils superbes pour avancer dans ce travail. Vas-y, Christophe. Ouais. J'ai perdu mon fil. Tu as perdu ton fil. Tu étais avec le monsieur qui était dans la dépendance affective de l'arbre. Oui, alors imaginez-vous avec cette jeune femme qui est là à côté de vous et que c'est impensable qu'elle vous quitte, même si elle a l'idée de partir, vous ne voulez pas vous accrocher, vous accrocher, vous accrocher. C'est vraiment les images que j'ai mises sur la newsletter qui parle de l'émission de ce soir, parce que c'est vraiment ça. Je suis dépendant de toi, sans toi je meurs. Mais sans toi, je meurs parce que si je transfère le toi et le moi dans mon arbre, je suis, par là, je suis le père qui perd son fils. Et le père qui perd son fils, c'est impossible émotionnellement que ça se rejoue. Moi, je porte cette histoire-là, toi, tu portes l'autre. C'est impossible que tu me quittes, sinon je vais être malheureux comme si je perdais mon enfant. Donc la dépendance affective, la majeure partie du temps, elle vient d'une histoire papa-maman ou et les ancêtres. Et dans ce cas-là, dépendance affective, je vais faire travailler les gens sur leur lien avec leur père et leur mère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Qu'est-ce qu'il faudrait?
Et là, on en vient au travail sur les parents idéaux, la famille idéale pour tenter de remplacer tout ça et de nettoyer tout ce bazar que nos parents réels ont laissé. Et ça, c'est un autre module dont on parlera peut-être un jour. Un protocole formidable. Expérimenté. Expérimental, plus maintenant parce qu'il Non, fonctionne. expérimenté par moi. Donc, Expérimenté, oui, par ouais, beaucoup de super. gens Magnifique. et qui est génial. Et lui, il n'est pas issu du décodage biologique, il est issu d'autres outils que j'ai acquis au fur et à mesure en parallèle, parce qu'on cesse de s'enrichir et on cesse d'apporter des choses nouvelles. Et je reviens à cet homme qui perd son fils. Pour moi, qui porte son histoire, quand cette jeune femme me quitte, je vais revivre exactement la même douleur que ce père qui perd cet enfant. Et c'est impensable. Donc là, je deviens violent, méchant, débile, etc., etc., parce qu'il y a toute cette douleur transgénérationnelle qui revient. Et c'est ces gens-là, quand ils sont dans cet état-là, qu'ils arrivent au cabinet en disant c'est pas possible, c'est un signe supplémentaire. Quand la douleur est immense, quand il n'y a rien qui peut guérir ça au bout de plusieurs années. J'ai eu ça cet après-midi, c'était trop bon. Je rebondis encore. Une patiente avec un problème d'alcoolisme qui arrive à la première séance et qui me dit je buvais avant, pas mal, mais pas exagérément. Ça s'était un petit peu calmé. Et quand j'ai divorcé de mon mari, on était séparés depuis très longtemps, mais quand le divorce a été prononcé, je me suis remis à boire plus et plus et plus et plus. Donc on a cherché dans sa vie le divorce, son mari, là. Et bon sang, dans son arbre, je trouvais son mari, ouais, mais dans une toute petite histoire, il n'y avait qu'une petite tâche. Je me disais, mais bon sang, mais je suis logique dans ce travail-là. Si notre inconscient n'a pas les ingrédients, il ne va pas construire l'image, il ne va pas construire l'histoire. Et quand je fais des paris, je fais des paris. Et je peux poser une bouteille sur la table tellement je suis sûr de ce que je vais trouver. Et quand cette femme me dit, je ne sais pas comment on en vient aujourd'hui à parler de ça, elle vient me parler de ses beaux-parents. Ses beaux-parents, c'était chouette avec eux, on avait reconstruit une famille, j'avais chez eux la famille que je voulais, ils étaient cool, ils étaient sympas, je m'entendais très bien avec eux, c'était génial. Et là, je me dis, attendez, comment ils s'appelaient Attends, ne me dites pas, on fait un pari, je suis sûr que c'est les parents des enfants qui vont mourir là. Et en fait, pour son arbre, il y avait deux parents qui mouraient à 23 ans pour le père et 25 ans pour la mère. Il laissait des enfants qui n'avaient pas 10 ans. Okay, c'était juste hyper dramatique. Et elle porte les prénoms des enfants qui ont perdu leurs parents. Comme par hasard. Les trois enfants, elle porte sa couleur à elle rose, elle est partout chez les trois enfants. Donc là, je me dis, ok, il y a quelque chose à gérer. Mais chez les parents, il n'y avait pas beaucoup de couleurs qui apparaissaient, en tout cas pas chez son ex-mari, compagnon, enfant. Il n'y avait pas. Et quand elle me dit, c'est comme ma famille, et j'ai été, quand ils sont morts, j'ai perdu ma famille, et là j'ai fait, ok. Et je lui dis, on fait le pari que les dates de ces deux-là, on les retrouve chez les deux parents. Elle m'a donné les dates, les prénoms, date de naissance, elle les connaissait par cœur, c'était que ses beaux-parents, mais elle connaissait les dates par cœur. Bingo, là-dessus. Et là, mince. Mince. Et du coup, on a fait la constellation qui est juste derrière. C'est tout neuf ça, cet après-midi, non ce matin. Et donc, je peux vous donner le résultat ici. Mais là encore, voilà, on va enlever l'excès de manque d'amour et manque de reconnaissance du père qui a plu. Oui. C'est juste l'enfant qui manque d'amour. Elle est juste les trois enfants qui manquent d'amour et de reconnaissance. Ouais. Hier, j'en ai une belle aussi, un processus de deuil d'une dame qui a un frère qui avait un certain prénom et qui a appelé sa fille Gisèle et le fameux prénom de ce frère, mais féminisé. Mais j'ai fait ça en honneur de mon frère. J'ai dit, mais c'est pourri. C'est pas pourri, c'est beau. C'est beau. Consciemment. Mais inconsciemment, ouais. Voilà, bref, en tout cas, j'ai eu un joli message ce matin. Et elle a retrouvé sa place de femme aussi, parce qu'elle a dû tout faire comme un mec pour remplacer un garçon, quoi. Parce qu'il y avait un garçon après.
Donc, c'était une femme qui pouvait pas vivre sa féminité aussi. Et c'est difficile hein, en tant que femme de devoir remplacer un mec. Ouais. Ouais. On trouve souvent ça, l'incapacité à remplacer le mort. Mhm. C'est pas de son sexe, Ah oui. premièrement. Ouais. Mais même si on est de son sexe, on ne peut pas remplacer un mort. Mhm. On n'est pas lui, ça ne marche pas. Et c'est souvent ça qu'on reconnaît les gisants, c'est qu'ils n'ont pas de projet. Ces gens-là n'ont pas de projet. C'est je survis au jour le jour. Mes projets, oui, ben non, on ne peut pas avoir de projet. Si on remplace quelqu'un qui est mort, lui, ses projets, ils sont morts. Donc, pour être en loyauté à lui, on n'a pas de projet. C'est une dépendance affective, mais plus une loyauté dans le clan. Une dépendance affective, on va se retrouver ça avec des gens qui nous entourent. Des gens où j'ai eu les exemples une fois, 2 fois, avec des animaux. Hallucinant. La toute première, c'est une dame qui vient parce qu'elle n'en peut plus, elle a des réactions aux odeurs, des trucs démoniaques, des trucs vraiment pas top. Et elle a tout fait, elle a tout vu, et plus ça va, pire c'est. Elle ne peut plus vivre chez elle parce que simplement les odeurs du quotidien font que c'est insupportable. Et ça a augmenté quand elle a perdu son dernier chien. Pardon, chien? Comment ça, chien? Qu'est-ce que le chien? Ah oui, vous n'avez pas d'enfant. Ben là, il y a le transfert. Quand les gens n'ont pas d'enfants, souvent, ils vont transférer leur descendance sur leurs animaux domestiques. Elle, c'était son dernier chien qu'elle avait perdu, parce qu'elle a perdu 3 autres avant. Et 3 fois, c'était un drame. Mais là, depuis que le dernier est mort, c'est de pire en pire. Donc, j'ai placé dans son arbre ces 4 chiens, avec leur prénom de chien. Hein. C'est Tessie, Pépite, Jedi et Jouisse. Pardon. Ça ne donne pas des fêtes, ça. Par contre, elle avait parfaitement leur date de naissance et leur date de décès. Ben, j'ai fait l'arbre avec les chiens. Et je suis tombé sur quoi? Elle s'appelle Josiane. Josiane Marie-Josée. Josiane, José, c'est déjà 2 fois le même prénom, 2 fois la même fête. C'est la Saint-Joseph. Elle est née le 16 août. J'ai mes notes là. Alors mes notes, elles ressemblent à ça. Hein. Les notes que je prends en séance, c'est voilà, c'est un arbre avec des couleurs et des liens. Mhm. C'est tout. Je fais juste les liens. Là, on a les 4 chiens. Voilà. Et puis là, il y a le drame. Bon, vous ne voulez pas le voir à la caméra, mais son père, Paolo, c'est l'aîné, va avoir 2 frères qui vont mourir. Lui, l'aîné, c'est le 4e et le 5e qui vont mourir. Le 4e s'appelle Joseph. Tiens, Josiane Marie-Josée. Il va naître le 16 août. Il va mourir le 27 mars, à 6 mois. C'est ça, 28, 29, ouais, ça fait 6 mois ou 8 mois, j'ai mal calculé, j'en sais rien. Peu importe. Josiane, elle est née le 16 août. Ben dis donc, Josiane est née le 16 août. Elle est la remplaçante du premier Joseph. Et on l'appelle Josiane Marie-Joseph. Ok, elle est vraiment là pour remplacer le premier. Le deuxième, il s'appelle Joseph pour remplacer Joseph. Le deuxième, il va s'appeler Joseph et il va naître le 5 janvier, ça n'a rien à voir avec Josiane. Et il va mourir le 24 mai. Et le 24 mai, ça n'intéresse pas Josiane. Par contre, ça intéresse son chien, le premier chien qui est mort. Le premier chien qui est mort, il est mort le 31 mai, à 7 jours. Donc en fait, le décès du chien est venu lui rappeler le décès du remplaçant de l'enfant qu'elle portait. Son propre décès à elle. Quand son premier chien, Tessie, est mort, elle, quelque part, elle est morte. Et qu'est-ce qu'ils font les morts quand ils sont morts? Naturellement. Ça pue. Ça pue. Hein? Ouais. Ok. Ça pue, ça pourrit. Et c'est ça qu'elle portait. C'est l'odeur des morts. L'odeur des 2 Joseph qui étaient morts, mais sous forme de Joseph. Alors pourquoi elle portait ça aussi? Parce qu'elle était la mère. La mère des 2 enfants morts. Elle représentait à la fois l'enfant mort, le premier et le deuxième, avec son Joseph, mais aussi la mère. Elle s'appelait Maria. Elle, Josiane, Marie, José. Maria, premier prénom. Tout était nickel. On a fait la constellation. Terminé. Terminé parce que l'histoire était terminée. Il n'y avait que ça à faire et c'est ces chiens qui m'ont donné la piste.
C'est Parce dingue. que- Mais simplement parce que la dépendance affective, elle était là. Les chiens étaient énormément importants pour elle. Et qu'ils meurent, c'était un drame fantastique. Et je suis parti sur les chiens et ça marche. C'est fou parce que moi j'ai eu un chien à un moment donné où j'ai vécu un drame, un moment très difficile dans ma vie. Et c'est mon chien qui a fait le cancer des os des pattes avant, Ouais. alors que mon grand-père a été électrocuté et qu'on lui a amputé les pattes avant, les bras. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, le chien m'a sauvé la vie dans la dévalo parce qu'imaginez un homme qui a 6 enfants, qui est électrocuté, qu'on l'ampute des 2 bras, il peut plus nourrir sa famille. Mm. Il meurt dans une dévalo 3 semaines après. Et si tu retrouves les dates de naissance du chien, voir le nom du chien s'il est un peu humain, ben, tu verras. Ouais, Nana, elle s'appelait. Là, non, Mon pas que- grand-père s'appelait Joseph. Elle était née quand, le chien? Mais je me rappelle pas. Alors ça, C'est ça qu'on va mettre en mais avant. ça c'est que m'étonnerait elle, pas. Ouais. enfin, dans ce cas-là, moi je dis pas, ça ne m'étonnerait pas, j'ai dit. Non, mais je suis sûre. C'était dingue. C'est un plaisir, d'ailleurs. Et le deuxième chien, Il nous reste 15 minutes. ben oui, parce qu'on avait du retard. Mince. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions encore? Alors, il y a Vous avez des Mira questions qui anime aussi une émission sur CCN TV qui dit c'est passionnant et révélateur. Merci Patricia et Christophe. Et Plaisir. puis Aurore qui nous dit merci pour tout Christophe. Tu nous apprends beaucoup de choses. Et Léa. Voilà. Et presque là, je vous apprends rien, je vous mets une petite pièce dans la machine et vous allez faire le reste parce que apprendre que ça peut exister, c'est bien, mais vraiment le vivre, le ressentir et voir ce qui change chez nous, c'est incroyable. J'ai un homme qui est venu, dépendance affective à fond, sa femme l'avait quitté et c'était insupportable. Et la vie avec ses enfants, garde alternée, c'était insupportable pour lui. Il était en guerre avec eux, il était en guerre avec son ex-femme. Il était super malheureux depuis qu'il était parti. On a travaillé. Je lui ai demandé de faire son art. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais ça a quoi à voir avec... On ne sait pas, faites votre arbre. Il est venu, très bon élève, hein, il s'est appliqué, fait le bon arbre et tout, puis il me présente ça. Voilà, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, mais vous allez en faire quoi? Et alors, je prends mon stabilo, tac, clac, le lien, machin, tac, tac. Ok, ça, la prochaine fois on fait ça. Ah bon? On sait que ça... Ok, donné. 15 jours après, il revient. On fait la constellation. Il n'est pas revenu après la constellation. Il m'a envoyé un long message pour me dire combien sa vie avait changé, qu'il était très éloigné maintenant de son ex-femme, ça allait très bien avec ses enfants, qu'il avait rencontré quelqu'un, c'était génial, qu'il avait mis un terme à la relation, on va dire, tampon ou remplacement qu'il avait en compensation de son ex-femme, qui était juste, en termes de date, la même personne, c'est pareil. Et il était étonnamment surpris que cette petite consultation ait pu avoir autant d'impact. Et moi, je rigolais doucement parce que, évidemment, que c'est autant d'impact. Donc, toutes les émotions qu'il a posées dans cette scène-là, c'était énorme. C'était énorme. Non, c'est extraordinaire. Donc, peut-être tu as des livres à présenter aussi. Alors, il y a le syndrome du gisant de Salomon Selam, qui est super intéressant à lire. Ouais. Syndrome du gisant, parce que lui, il va vous faire comprendre, vous toucher du doigt quelle importance les morts ont pour vous, ou pour ceux qui vous entourent, et vous aider à dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser, à nettoyer là. Et Salomon a fait 2 livres sur on va dire la dépendance affective, mais le premier, c'est celui-là, Le secret des amours difficiles. Okay. Ils sont difficiles parce qu'on est juste en représentation l'un et l'autre de quelque chose et qu'il faut remonter dans son histoire ou chez ses parents en premier lieu pour régler ça. Et celui-là qui est bien plus épais, bien plus précis, on va dire, le sens caché des désordres amoureux. Oedipe et Électre est masqué par les dates. Là, on parle juste des parents, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que notre inconscient va transférer notre père ou notre frère sur notre compagnon, quand on est une femme, et des fois directement, c'est papa.
il est pareil, il est barbu, il a la même odeur que lui, c'est mon père, je le reconnais, c'est pour ça que je l'aime. Ou alors, notre frère. Et on ne comprend pas pourquoi c'est le même que notre frère. Et en fait, on s'aperçoit dans l'histoire que c'est le même que notre frère parce qu'être proche de notre frère, c'est s'assurer l'amour de papa. Parce que papa, il ne veut pas de fille, en fait. Donc, il ne nous a jamais aimés. Par contre, il aimait beaucoup mon frère. Donc, si je rencontre un homme qui est le double de mon frère, je fais un cadeau à papa et ainsi il va m'aimer à travers mon homme. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc là, quand cet homme menace de s'en aller, c'est non, 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 tu t'en vas pas, sinon je perds l'amour de papa. Et on ne comprend pas au début puisque c'est que le frère. Mais en fait, il faut placer les choses. Non, c'est fou. Et oui, alors j'aimerais juste vous dire que je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui avaient envie de construire votre arbre généalogique. Et puis on a préparé un pack en fait que vous pouvez acheter sur mon site, mais c'est pour Christophe parce qu'il n'a pas eu le temps de le mettre au point sur son site internet. Aussi bon informaticien qu'elle. Voilà. Donc, je vais juste partager mon écran et puis comme ça, vous voyez. Voilà. Hop. Est-ce que tu vois quelque chose, Christophe? C'est bon? Oui. Voilà. Donc, quand vous allez sur mon site qui s'appelle www.dépendance-affective.ch et que vous cliquez ici sur CCN TV, eh bien, vous avez les émissions qui apparaissent là. Donc, les replays des émissions précédentes. Et puis, pour l'émission 3 aujourd'hui, de la loyauté familiale au drame transgénérationnel, tout en bas, vous avez la possibilité d'acheter un pack qui comporte un mode d'emploi, comment créer l'arbre généalogique et plein d'adresses et de liens sur Internet pour faire des recherches. Bon, toi, tu as fait ça sur France. Il faudrait que j'ai été un peu guignée aujourd'hui sur la Suisse. C'est un peu plus compliqué. Il faut toujours payer en Suisse. C'est pas plus compliqué. C'est mieux fait qu'en France, mais il faut payer pour chaque acte. Voilà. C'est plus cher. D'accord. J'ai travaillé en Suisse avec des Suisses et leurs arbres, ils sont géniaux. Les archives sont parfaites, c'est très bien fait, on a plein d'enseignements, mais il faut payer pour chacun. L'inconvénient, c'est ça. Voilà. Après, donc, le pack, il coûte 100 francs et là-dedans, vous avez les explications et une séance individuelle avec Christophe que vous pouvez faire par Skype, par Hangout ou carrément à ton cabinet à Grenoble pour les personnes qui sont françaises et qui habitent pas trop loin de Grenoble. Et puis peut-être... J'ai plein de Suisses qui viennent me voir. Mais oui, mais écoute, vu que c'est prévu que tu viennes aussi vers moi, on pourrait peut-être diffuser la date et puis prévoir une journée où tu peux accueillir les gens ici en Suisse. Donc, chaque gruyérien qui souffrirait de dépendance affective. Voilà. Donc, il vous suffit ici de mettre votre adresse mail, votre prénom. En cliquant sur accéder au paiement, vous tombez sur PayPal. Si vous n'avez pas PayPal, envoyez-nous un mail, soit à Christophe, soit à moi. Il y aura tous les liens sur la rediffusion de l'émission, soit sur CCN TV ou sur mon site. Et puis, vous pouvez régler par virement bancaire ou par chèque directement à Christophe. Voilà. Donc, vous pouvez... voilà, vous trouverez tout ça. Ce qu'on trouve dans l'explication pour faire l'arbre. Comme je vous ai dit, j'ai fait de la généalogie avant de m'intéresser à la psychogénéalogie et j'ai appris à faire de la généalogie. J'ai vraiment appris, j'ai suivi des cours dans une association pour vraiment m'en sortir et trouver ce que je voulais trouver. Et ce qui est dans ce pack-là, c'est 6 pages complètes d'explications pour construire votre arbre de la façon qui m'intéresse moi pour pouvoir vous aider. C'est des bases de A à Z de ce que vous pouvez trouver, où vous pouvez le trouver, comment faire, comment contourner les problèmes. C'est toute mon expérience que j'ai cumulée et c'est le texte ultime et le plus complet qu'on puisse trouver sur tout ce qui va vous intéresser pour construire votre arbre. Après, vous pouvez le faire juste pour faire de la généalogie, très bien. Vous pouvez le faire que pour faire votre arbre. Après, vous pourrez diffuser ça. Et dans ce pack-là, si vous venez me voir au cabinet, il est compris aussi l'impression de votre arbre sur un grand format pour que ce soit plus lisible. Et vous repartez avec votre arbre. J'ai appris ça aussi, c'est je ne garde pas les arbres des gens parce que je n'ai pas apporté leur histoire, c'est eux qui l'apportent. Oui.
Et les dossiers que j'ai là, celui de Josiane tout à l'heure, c'est un vieux dossier d'il y a 4-5 ans où je gardais encore les arbres des gens. Mais vous repartez avec votre arbre et les explications qui vont avec, la lecture de l'arbre et le travail sur la ou les constellations qu'il y a à faire. Sachant que ce n'est pas moi qui fixe le nombre de consultations. J'ai eu un homme avec un cancer musculaire dans une cuisse. Lui, il avait un cancer dans sa cuisse. Ses 3 sœurs, qui avaient 3 filles avec lui, étaient toutes atteintes de myopathie, atteinte musculaire. Lui, cancer musculaire. Je dis, tiens, j'ai une petite histoire familiale là-dessous. On est parti dans l'arbre directement. Et on a cherché à la 4e génération, puisque tout ce qui se manifeste biologiquement, je ne l'ai pas précisé ça, mais toutes les manifestations biologiques, maladies, etc., sont pour moi rattachées au drame de la 4e génération. 4e parce que, autant vous connaissez, alors vous êtes la première, hein, pour spécifier un petit peu, vous êtes la première génération, vos parents la 2e, vous connaissez leur histoire, ils vous ont raconté, parfait. Vos grands-parents, vous arrivez à savoir un petit peu ce qu'ils ont vécu. Vous connaissez, vous avez entendu parler de plus ou moins loin suivant l'âge qu'ils ont. S'ils sont morts jeunes ou pas, etc. Vous connaissez. Et là, ça crée chez vous des comportements. Si le grand-père s'est pendu dans la cave, vous n'aimez pas le noir et l'humide parce que vous êtes contre ça. Mais c'est du comportement, ce n'est pas biologique. Après, ce qui s'est passé chez votre arrière-grand-père, vos frères et sœurs, on savait que dalle. Ça n'a pas été transmis jusqu'à vous. Vos parents en ont une vague idée, comme vous avez une vague idée pour votre grands-parents, mais vous n'avez aucune idée précise de ce qui s'est transmis. Et souvent, quand des enfants meurent, c'est un drame. On le cache, on n'en parle plus, on étouffe l'affaire. Et quand on m'amène un arbre avec des dates, je regarde et je dis, tiens, là, il en manque un. Tiens, lui s'appelle René, et juste avant, il y a un espace de temps qui permet de faire une naissance. Si René va naître après un espace de temps, il y a soit une fausse couche, soit un mort-né qui a été caché, dont personne ne nous a raconté l'histoire familialement. Si vous intéressez vos grands-parents, si vous interrogez vos grands-parents, vous n'en saurez jamais rien. Par contre, les archives généalogiques ont toutes les réserves, ont toutes les dates de tous les enfants morts-nés, en tout cas, pas des fausses couches, mais des morts-nés, et vous trouverez ça, et vous réparez ça en remettant à jour, et en pouvant faire le deuil grâce à votre travail sur vos arrière-grands-parents, sur cet enfant mort-né. Et ça va vous libérer du poids que vous portez. Ouais. On arrive au bout. Moi, j'ai encore une petite annonce à faire. Mais écoute, Christophe, il n'y a pas de souci. On pourrait vous envoyer un questionnaire et puis vous nous envoyez toutes les infos que vous voulez encore savoir. Et on pourrait refaire encore une émission là-dessus. Il n'y a pas de souci. Hein, pour compléter. Mais j'aimerais vous annoncer dans 2 semaines, on a une super nana qui va venir et c'est Kenza Pache qui est la spécialiste numéro 1 pour vous expliquer pourquoi vous êtes dans des histoires d'amour pas possibles. Donc, elle s'adresse vraiment en tant que psychologue, hein, elle est spécialisée dans les relations amoureuses et elle a accompagné déjà des centaines de femmes indépendantes et ambitieuses pour sortir de leur schéma d'échec et trouver l'amour, le grand amour. Donc, bien sûr, j'avais acheté son pack et j'ai dû la contacter parce que ce qu'elle fait, c'est tellement trop top et ça va tellement bien avec tout ce qu'on vous présente là. Donc, j'ai hâte de recevoir aussi Kenza Pache dans 2 semaines. Soyez présents, ça serait super. Et puis, Christophe, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Le mot de la fin, ça serait rester ouvert. Oui. Rester ouvert parce que jusqu'à ce que j'ai vu sur moi ce que ça pouvait faire, je n'y croyais pas des masses à ce transgénérationnel. Et quand je l'ai vu, ressenti et que dans mon corps des choses ont changé, j'ai dit waouh. Et quand je le vois tous les jours, je travaille beaucoup, pour pas dire principalement avec cet outil-là en plus des autres, hein, j'ai dit waouh, mais passez pas à côté de ça, quoi. C'est une mine d'or, cet arbre. Et si vous êtes un arbre, on peut travailler aussi. Si non, mon père, il était orphelin, ma mère aussi. Ok, on va pouvoir travailler aussi, ne vous inquiétez pas de ça. Ouais. Les adoptés, c'est pareil, on travaille avec la famille adoptive. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut retrouver et c'est juste magique. Et moi, je me suis passionnée au décodage biologique à cause d'une maladie transgénérationnelle sur les reins. Et le conflit du rein, c'est l'écroulement. Et c'était vraiment l'histoire de ma vie. Chaque fois que je
réussissais des choses et tout s'écroulait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un de mes fils a aussi des reins polykystiques et je me suis juré, promis de guérir ça dans la généalogie. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le bain. J'ai oublié ça, le plus important, vous travaillez pour vous, mais vos enfants aussi. Ah oui, et Vous puis réglez bonjour les faits. enfin, vous réglez enfin l'histoire transgénérationnelle, vous n'avez plus la transmettre à vos enfants, ils seront libres. C'est pas que pour vous, vous n'êtes pas égoïste dans ce travail-là, c'est génial. Ça. C'est impressionnant comme ma vie, ma relation avec mes enfants a changé ces dernières années-là. Maintenant, vraiment. C'est magique. Alors voilà, donc en gros, c'était super passionnant. Je te remercie Ouais, Christophe. Et puis, encore une fois. on se retrouvera, je suis sûre, pour on a tellement, tellement d'infos à vous donner. Et comment dire, ce qui sort de mon cœur, c'est enfin, vivez libre, soyez heureux, vivez l'amour, le bonheur, parce que vous le méritez tellement. Et on peut guérir à travers ça. On peut. J'ai peut-être pas le droit de le dire, mais oui. On s'en fout. On peut aller mieux, largement mieux. Oui. On peut aller mieux et largement mieux. Et très, très mieux. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc aussi des migraines. Moi, j'ai eu pas mal de patientes. En une séance, on a fait les migraines. C'était loin, fini. C'est extraordinaire. Ok, donc un grand merci à vous. Et puis le replay, vous l'aurez, moi je le reçois d'ici demain fin de journée. Donc dès que je l'ai, je le mets en live sur CCN TV. Et puis sur le site, on vous le remet dans Facebook et partout. Et puis on est vraiment dispo pour vous répondre. Et voilà. Merci, bye bye. À bientôt. Au revoir. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.